Début de la section 1 partie 3. Ces ordres donnés, je pris 6 compagnies de grenadiers commandées par Gabard, chef de la 4e demi-brigade, et le chef de bataillon Pourcely. Je marchais sur Ennery. J'y trouvais la proclamation du général Leclerc qui me met hors la loi. Persuadé que je n'avais aucun tort à me reprocher, que tout le désordre qui régnait dans le pays avait été occasionné par le général Leclerc. Me croyant d'ailleurs légitime commandant de l'île, je réfute sa proclamation et le mets lui-même hors la loi. Sans perdre de temps, je me remets en marche et reprends sans coup férir Saint-Michel, Saint-Raphaël, le Dondon et la Marmelade. Dans cette dernière place, je reçus une lettre du général Dessalines qui m'instruisait que le général Leclerc avait marché contre la petite rivière sur 3 colonnes. Que l'une de ces colonnes, passant par le Chaos et le Grand Fond, s'était emparée de tous les trésors de la République venant des Gonaïves, et de l'argent que les habitants avaient déposé, qu'elle était tellement chargée de butin qu'elle n'avait pu se porter à sa destination, et qu'elle avait été obligée de rétrograder pour déposer ses richesses au port républicain. Que les 2 autres colonnes, qui avaient attaqué le fort, avaient été repoussées par le chef de brigade Magny. Que le général Leclerc, ayant réuni plus de forces, avait ordonné une seconde attaque qui avait été également repoussée par lui, le général Dessalines, qui était arrivé alors. Instruit de ces faits, je me portai sur Plaisance et m'emparai d'abord du camp de Bidouret, qui domine cette place. Ce camp était occupé par des troupes de ligne. J'emportai également d'assaut tous les postes avancés. Au moment où j'allais tomber sur Plaisance, je reçus une lettre du commandant de la Marmelade qui me donnait avis qu'une forte colonne venant de la partie espagnole se dirigeait contre cette dernière place. Je me portai alors promptement sur cette colonne qui, au lieu de se diriger sur la Marmelade, avait marché sur Hanche, où je la poursuivis sans pouvoir l'atteindre. J'y retournai aux Gonaïves et me rendis maître de la plaine qui environne cette ville, prêt à marcher sur le Gros Morne pour aller délivrer le général Maurepas, qui devait être au port de paix, ou qui devait s'être retiré dans les montagnes où je lui avais ordonné de camper, ignorant s'il avait déjà capitulé et fait sa soumission au général Leclerc. Je reçus une 3e lettre du général Dessalines, qui me faisait le rapport que le général Leclerc, ayant réuni toutes ses forces, avait ordonné l'assaut général, qu'il avait été repoussé, ce qui l'avait déterminé à faire cerner cette place et à la faire bombarder. Dès que j'appris le danger dont elle était menacée, je me hâtai d'y porter ma troupe pour la délivrer. Arrivé devant le camp, je fis une reconnaissance, pris les renseignements nécessaires et me disposai à l'attaque. Je devais infailliblement entrer dans le camp par un côté faible que j'avais reconnu et m'emparer de la personne du général Leclerc et de tout son état-major. Mais au moment de l'exécution, j'appris que la garnison, manquant d'eau, avait été obligée d'évacuer le fort. Si le projet avait réussi, mon intention était de renvoyer le général Leclerc au premier consul, en lui rendant un compte exact de sa conduite et en le priant de m'envoyer une autre personne, digne de sa confiance, à qui j'eusse remis le commandement. Note 1. Vaillant Gabard, Louis, nommé Vaillant pour son intrépidité, mulâtre, naquit au Dondon le 28 octobre 1776. Il servit sous l'ouverture, pendant que celui-ci marchait sous les bannières espagnoles. Il devint, sous le gouvernement de Dessalines, général de brigade. Il s'attira la méfiance de ce chef redoutable et tomba en suspicion. Il mourut à Saint-Marc, le 30 octobre 1805. On dit que l'empereur, à cette nouvelle, s'écria « Ah, la mort a été plus prompte que moi. » Paroles cruelles, qui peut-être sont fausses, mais auxquelles le peuple crut, tant il est vrai qu'un mauvais prince est capable de tout. 2. Pourcely, mulâtre, continua à servir, lors de l'occupation française, dans la 4e demi-brigade. Dessalines, empereur, le fit colonel de la 9e du port de paix. Christophe, après sa révolte contre la République, le fit général de brigade. Il fut tué en juillet 1807 dans une attaque contre l'armée républicaine qui occupait le port de paix. 3. Le 12 Ventose, 3 mars. L'ouverture fit incendier Ennery et se dirigea à la Marmelade. Rapport du général Desfourneaux. 4. Extrait de la proclamation du 28 Pluviose an 10, 17 février 1802. J'ordonne ce qui suit. Article 1er. Le général Toussaint et le général Christophe sont mis hors la loi et il est ordonné à tout citoyen de courir sus et de les traiter comme des rebelles à la République française. 5.
Il semblerait que l'ouverture eût mis le général Leclerc hors la loi dans le bourg d'Ennery. Cependant, la proclamation est datée du 10 Ventose, 1er mars, au quartier général de la Petite Rivière. 6. Cette colonne était commandée par le général Rochambeau. Elle arrivait de Saint-Michel et se dirigeait contre la Petite Rivière. Elle rencontra, le 11 Ventose, 2 mars, au Grand Fond, sur l'habitation Magnan, un camp commandé par un mulâtre, le chef de bataillon Aignan, un des hommes les plus cruels dont on ait gardé la mémoire. Elle enleva ce camp à la baïonnette et y trouva le trésor national des Gonaïves, de Saint-Marc et l'argent de quelques officiers, notamment du général Dessalines. Les sommes étaient considérables, elles furent envoyées au port républicain. Rochambeau délivra aussi une grande quantité de prisonniers. 7. Cette attaque eut lieu le 13 Ventose, 4 mars. Le fort, couronné par 12 pièces de canon de 8 et de 12, avait une garnison de près de 1200 hommes, tirés des 3e, 4e, 7e demi-brigades, de la garde d'honneur, des manteaux rouges des Gonaïves et de l'artillerie de Saint-Marc. Celui des lieutenants de Magny qui se distingua le plus dans cette journée fut Lamartinière, chef de bataillon à la 3e demi-brigade. Les Français perdirent à cet assaut plus de 100 hommes. Le général Debelle y fut blessé. 8. Cette seconde attaque eut lieu le 21 Ventose, 12 mars. Les Français y perdirent près de 1500 hommes. C'est après avoir repoussé les Français que le général Dessalines envoya le chef de bataillon Lamartinière, avec 200 hommes et 2 pièces de canon élevées à l'est du fort, une petite redoute pour contenir la division du général Rochambeau qui menaçait davantage le fort L'Ouverture. 9. Le 14 Ventose, 5 mars. L'Ouverture n'avait que les 6 compagnies de grenadiers qu'il avait détachées de la Petite Rivière et que commandait le chef de brigade Gabard. À la tête de 2 compagnies, il s'empara, l'arme au bras, de la position Bidouret et de plusieurs autres qui couvrirent la place. Le lendemain, sur l'habitation La Foresterie, presque attenante au village de Plaisance, il y fut une affaire générale dans laquelle l'Ouverture eut un cheval tué sous lui. Il y fut même blessé. C'est dans ce combat qu'il fut douloureusement affecté, en reconnaissant parmi les Français quelques compagnies de la 9e demi-brigade qu'il pensait être encore à défendre le port de Paix. Il s'avança au milieu de l'action et harangua les soldats. Ceux-ci étaient sur le point de repasser sous ses drapeaux, quand Placide Lebrun, sous-lieutenant de grenadiers, commanda feu sur lui. 10. Maurepas, Jacques, après avoir incendié le port de Paix, le 23 Pluviose, 12 février, s'était retiré à la tête de la 9e demi-brigade, dont Baudin était le chef, dans les montagnes dites les 3 Pavillons, sur l'habitation Brissot. Le général Humbert occupa les décombres de la ville et marcha, le 24 Pluviose, 13 février, contre Maurepas, qui le battit complètement. Leclerc, à cette nouvelle, envoya par mer le général Debelle avec 1500 hommes renforcer le général Humbert. Debelle, dans la nuit du 30 Pluviose au 1er Ventose, 19 au 20 février, attaqua à son tour. Battu aussi, il rentra en désordre au port de Paix. Mais Maurepas, au lieu de continuer la lutte, lui qui seul pouvait en ce moment assurer une puissante diversion en faveur de l'Ouverture, capitula le 7 Ventose, 26 février, et descendit au port de Paix le lendemain. Le général Leclerc sembla honorer son courage en le maintenant en activité. Impliqué dans l'insurrection de Capois, François, il fut embarqué sur la frégate La Guerrière, capitaine de Baudouin, avec le chef de brigade Baudin et une partie de la 9e transférée à bord du vaisseau amiral le Duguay-Trouin. Il fut noyé dans la rade du Cap pendant la nuit, au commencement de Frimaire, l'an 11 novembre 1802. J'ai hâte de dire qu'il est faux, ainsi qu'on l'a souvent répété, que le trop malheureux Maurepas ait été préliminairement pendu aux vergues, après qu'on lui aurait eu cloué sur la tête son chapeau de général. Source: rapport de l'amiral Latouche-Tréville, du 13 Ventose, 4 mars. 11. Ce bombardement commença le 1er Germinal, 22 mars. Alexandre Pétion, qui avait fait ses premières armes dans l'artillerie, dirigea un mortier contre le fort et donna dans ce service des preuves de son habileté au témoignage des généraux français eux-mêmes. Il y jeta plusieurs bombes qui en hâtèrent l'évacuation. Une histoire récente, imprimée en Haïti, dit que Pétion, dans ces circonstances, donnait mollement et qu'il ne s'était armé que contre Toussaint, son ennemi personnel.
Si de pareilles assertions restaient sans protestation, autant vaudrait que la vérité rentrât au fond de son puits. Pétion déploya au service des Français autant de dévouement et de courage que Dessalines et Christophe en déployèrent par la suite, mais à cette différence qu'il ne trempa point, pour plaire aux Blancs, ses mains dans le sang de ses concitoyens, comme ses deux généraux. C'est encore à tort qu'il est dit que Pétion considérait Louverture comme son ennemi personnel. Louverture, au contraire, estimait dans Pétion les capacités et la bravoure. Seulement Pétion crut voir en lui, et avec quelques raisons, l'apôtre des colons, l'ennemi de la liberté. Il se retira de son service pour embrasser le parti de Rigaud. 12. Le côté faible est sans doute par la savane brûlée, car c'est là qu'il était campé quand l'évacuation eut lieu. 13. L'évacuation du fort eut lieu le 3 Germinal dans la nuit, 24 mars, après 3 jours et 3 nuits de bombardement. Déjà 500 hommes étaient ou morts ou blessés dans le fort principal des effets des bouches à feu. Nul, néanmoins, ne songeait à se rendre. Loin de là, le pavillon rouge, pavillon sans quartier, avait été élevé aux 4 angles des 2 forts. Mais qui peut lutter contre la faim et la soif? Les troupes, dit M. Descourtils, dans son voyage d'un naturaliste, privées d'eau et de nourriture, avec cette chaleur accablante, obligées de mâcher des balles de plomb dans l'espoir d'étancher une soif insupportable, provoquaient par cette trituration une salive bourbeuse qu'ils trouvaient encore délicieuse à avaler. Ils souffraient sans se plaindre par l'espérance de se venger. Languissant de faim, agités par la peur, ces soldats promenaient ces deux sensations opposées sur leurs figures moribondes. Alors les blessés demandèrent la mort ou l'évacuation. L'évacuation fut décidée et s'opéra à travers les lignes ennemies par un affreux carnage. Descourtils, profitant de la confusion générale, put se sauver et aller joindre l'armée française. Ce ne furent donc que la faim et la soif qui commandèrent l'évacuation, car les Français trouvèrent dans le fort Louverture 25 milliers de poudre. Cependant, j'ai vu imprimer que la cause de l'évacuation fut due principalement au défaut de munitions. Magny et Lamartinière dirigèrent cette évacuation. Dès la veille au soir, Dessalines, suivi de ses aides de camp et de ses secrétaires, avait abandonné ce champ périlleux pour aller chercher des secours. 14. Il entra au grand chaos le 3 Germinal, 24 mars. C'est sur l'habitation Chassériau que Louverture établit son quartier général, à quelques milles de celle de Vincendière, où se tenaient Madame Louverture et son fils Isaac. Fontaine, Morisset, Montpointe, Placide Louverture étaient les principaux officiers qui entouraient alors le premier des Noirs. Fin des notes. Je me retirai au Grand Fond pour y attendre la garnison de la Crête à Pierrot et réunir mes forces. Dès que cette garnison y fut arrivée, je demandai au général Dessalines où étaient les prisonniers que précédemment il m'avait dit être au chaos. Il me répondit qu'une partie avait été prise par la colonne du général Rochambeau, qu'une autre avait été tuée dans les différentes attaques qu'il avait essuyées, et que le reste, enfin, s'était échappé dans les différentes marches qu'il avait été obligé de faire. On voit par cette réponse que c'est injustement qu'on a voulu m'imputer les assassinats qui furent commis, parce que, disait-on, comme chef, j'aurais dû les empêcher. Mais suis-je responsable du mal qui se fait en mon absence et à mon insu? Étant au Gonaïves, j'avais envoyé mon aide de camp coupé au général Dessalines pour lui dire de donner ordre au commandant de Léogane de faire sortir tous les habitants, hommes et femmes, et de les envoyer au port républicain, de réunir dans cette place le plus d'hommes armés qu'il eût pu, de s'y préparer en cas d'attaque à la plus vive résistance. Mon aide de camp coupé, porteur de mes ordres, revint et me dit qu'il n'avait pas rencontré le général Dessalines, mais qu'il avait appris que Léogane avait été brûlé et que les habitants s'étaient sauvés au port républicain. Tous les désastres arrivés jusqu'à cette époque viennent du général Leclerc. Pourquoi, avant son débarquement, ne m'a-t-il pas fait part de ses pouvoirs? Pourquoi a-t-il débarqué sans mon ordre et au mépris de l'arrêté de la commission? N'est-ce pas lui qui a commis les premières hostilités? N'a-t-il pas cherché à gagner les généraux et autres officiers sous mes ordres par tous les moyens possibles? N'a-t-il pas cherché à soulever les cultivateurs en leur persuadant que je les traitais comme des esclaves et qu'ils venaient pour rompre leurs fers? Devait-il employer de tels moyens dans un pays où régnait la paix et la tranquillité? Dans un pays qui était au pouvoir de la République?
Si j'ai fait travailler mes semblables, c'était pour leur faire goûter le prix de la véritable liberté sans licence. C'était pour empêcher la corruption des mœurs. C'était pour le bonheur général de l'île, pour l'intérêt de la République. Et j'avais effectivement réussi dans ma tâche, puisqu'on ne voyait pas dans toute la colonie un seul homme désœuvré et que le nombre des mendiants était diminué au point qu'à part quelques-uns dans les villes, on n'en voyait pas un seul dans les campagnes. Si le général Leclerc avait eu de bonnes intentions, eût-il reçu dans son armée le nommé Gollard, et lui eût-il donné le commandement de la 9e demi-brigade, corps qu'il avait soulevé, alors qu'il y était chef de bataillon? Eût-il employé ce rebelle dangereux qui fit assassiner les propriétaires sur leurs habitations, qui envahit la ville du Maule Saint-Nicolas, qui tira sur le général Clairvaux qui y commandait, sur le général Maurepas et sur son chef de brigade, qui fit la guerre aux cultivateurs de Jean Rabel, des Moustiques et des hauteurs du Port-de-Paix, qui poussa l'audace jusqu'à se défendre même contre moi lorsque je marchais contre lui pour le soumettre à son chef et reprendre le territoire et la ville qu'il avait envahie. Le jour qu'il osa tirer sur moi, une balle coupa le plumet de mon chapeau. Bonder, médecin, qui m'accompagnait, fut tué à mes côtés. Mes aides de camp furent démontées. Enfin, ce brigand, après s'être souillé de tous les crimes, s'était caché dans une forêt. Il n'en sortit qu'à l'arrivée de l'escadre française. Le général Leclerc eut-il élevé également au rang de chef de brigade un autre rebelle appelé l'Amour d'Hérence, qui a fait assassiner tous les habitants de la plaine du cul-de-sac, qui a soulevé les cultivateurs, qui a saccagé toute cette partie de l'île, contre lequel 2 mois seulement avant l'arrivée de l'escadre, j'avais été obligé de marcher et que j'avais forcé de se retirer dans les forêts. Pourquoi a-t-on reçu amicalement ces rebelles et d'autres, tandis qu'à mes subordonnés et à moi, qui sommes restés constamment fidèles au gouvernement français et qui avons maintenu l'ordre et la tranquillité, on nous a fait à nous la guerre? Pourquoi veut-on me faire un crime d'avoir fait exécuter les ordres du gouvernement? Pourquoi veut-on m'imputer tout le mal qui a été fait et les désordres qui ont régné? Tous les faits sont connus de tous les habitants de Saint-Domingue. Pourquoi, en arrivant, n'a-t-on pas été à la source du mal? Les troupes qui se sont rendues au général Leclerc en avaient-elles reçu l'ordre de moi? M'avaient-elles consulté? Non. Eh bien, ceux qui ont fait le mal ne m'avaient pas non plus consulté. Il ne faut pas à présent me donner plus de tort que je n'en mérite. Note 1. Le plus horrible des massacres de cette époque fut commis dans la nuit du 3 au 4 Ventose en X, 22 au 23 février 1802, à la petite rivière de l'Artibonite par les ordres de Dessalines. Les Blancs, liés 2 à 2, furent conduits derrière la prison de cette place que commandait le chef de bataillon Lafortune. Bientôt, le silence de la nuit fut troublé par les cris des victimes expirantes. L'abbé Vidot, qui desservait la paroisse, digne ministre d'un Dieu de miséricorde, arracha les femmes et les enfants à la fureur des assassins. Madame Dessalines, cette femme pieuse qu'on trouve toujours dans les sanglantes épopées de Saint-Domingue, pour en diminuer l'horreur, sauva cette nuit-là de nombreuses victimes. Elle conserva surtout à la France un grand naturaliste, M. Descourtils, auteur de la célèbre Flore des Antilles. Elle ne réussit à sauver ce médecin qu'après une lutte violente avec son mari. C'est ce même naturaliste qui, traîné plus tard au fort L'Ouverture, y pansa nos blessés. 2. Léogane fut livré au pillage et aux flammes par le chef de la brigade Pierre-Louis Diane de la 8e demi-brigade le 23 Pluviose en 10, 12 février 1802. La garnison alla camper au Cabaret-Quart dans les mornes environnants. Cette ville est célèbre pour avoir donné naissance à Madame Dessalines, la vertueuse Claire Bonheur, et à Lamartinière, le héros de la crête à Pierrot. Elle l'est encore pour la belle défense que Renaud Desruisseaux et Pétion y firent contre les Anglais le 1er Germinal en 4, 21 mars 1796. 3. Cet arrêté, si souvent invoqué par l'Ouverture pour le besoin de sa cause, est un de ces 1000 arrêtés arrachés par sa politique à la complaisance et souvent à l'intimidation qu'il inspirait à l'agent Roume, représentant de la métropole à Saint-Domingue. 4. Gollard, Lubin, nègre, naquit aux environs de Port-de-Paix, il prit les armes dès le commencement de la Révolution. Brave, audacieux, il parvint, durant la guerre contre les Anglais, au commandement du 2e bataillon de la 9e demi-brigade et à celui de la place de Jean Rabel.
Ennemi des colons et des Anglais, il se prononça hautement contre l'ouverture, quand il le vit accueillir les uns et les autres. Le 22 Messidor en 10 juillet 1799, il leva l'étendard de l'insurrection avec le chef de bataillon Bellegarde qui commandait au Maule en faveur de Rigaud, alors en guerre avec l'ouverture. Vaincu, il se retira dans les âpres montagnes du Port-de-Paix et y resta dans toute sa liberté, sans qu'on pût l'en déloger. Rentré à Jean Rabel à l'arrivée des Français, il fut réintégré dans ses fonctions. Gollard mourut à Plaisance en Pluviose en 10, février 1802. 5. Clairvaux, Augustin, mulâtre, naquit à la Marmelade vers 1763. Officier dans une compagnie franche, il fut un des traîtres qui, le 16 Frimaire en 6 décembre 1793, livrèrent cette commune aux Espagnols. Aussi, Toussaint le fit lieutenant-colonel. Quand ce dernier passa au service de la République, la fortune de Clairvaux ne fit qu'augmenter. Toussaint, en récompense de plusieurs hauts faits, le fit nommer colonel du 6e régiment à l'organisation de ce corps et enfin général de brigade. Lors de l'invasion de 1802, il livra aux Français le département du Cibao qu'il commandait, manquant ainsi à tout ce qu'il devait au premier des Noirs. C'était un homme plein de bravoure, mais inintelligent et parfois cruel. Il mourut au Dondon à la fin de 1804. 6. D'Hérence, Lamour, nègre africain, appartenait à l'habitation d'Hérence, dans les hauteurs de la rivière Froide, sur la limite des arrondissements du Port-au-Prince et de Jacmel. Lors de la guerre civile qui éclata entre Rigaud et Toussaint, il se prononça en faveur du premier. On lui dut à cette époque le salut de Père, de Cantabre et de plusieurs autres jeunes hommes qui, plus tard, illustrèrent le pays par leurs armes. Comme Gollard, il vécut loin du joug de fer de l'ouverture, dans les doubles montagnes de Barrohuco. Il vint, le 2 Ventose, 21 février 1802, faire sa soumission aux Français. Pamphile de la Croix, qui reçut au Port-au-Prince cette soumission, l'envoya contre Pierre-Louis Diane. Ce dernier se dirigeait alors avec la 8e demi-brigade par les gorges de la rivière Froide à l'Artibonite. Diane fut battu et fait prisonnier. Lamour d'Hérence fut des premiers à s'insurger contre l'armée française. Il prit le titre de général en chef et refusa de reconnaître l'autorité supérieure qu'on venait de décerner à Dessalines. Celui-ci eut recours à la ruse. Il le fit inviter à passer la revue des troupes qui étaient campées sur l'habitation Roche-Blanche. D'Hérence fut ainsi arrêté le 7 Messidor en 26 juin 1803, et conduit à la Petite Rivière où il fut tué. Toujours l'arrêté du 16 Pluviose que prit l'agent Roum. Source, journal tenu par l'Aurore Lemaire, adjudant général de Lamour d'Hérence. Fin des notes. Je fis part de ces réflexions à quelques prisonniers que j'avais. Ils me répondirent qu'on craignait l'influence que j'avais sur le peuple et qu'on employait tant de moyens violents que pour la détruire. Cela me fit faire de nouvelles réflexions. Considérant tous les malheurs que la colonie avait déjà essuyés, les habitations détruites, les assassinats commis, les violences exercées même sur les femmes, j'oubliais tous les torts qu'on pouvait avoir à mon égard pour ne penser qu'au bonheur de l'île et à l'intérêt du gouvernement. Je me déterminais à obéir à l'ordre du premier consul, vu surtout que le général Leclerc venait de se retirer lui-même au Cap, avec toute sa troupe, après l'affaire de la Crête à Pierrot. Il est à remarquer que jusqu'en cet instant, je n'avais pas encore pu trouver un seul moment pour répondre au premier consul. Je saisis avec empressement cette lueur de tranquillité pour le faire. J'assurai le premier consul de ma soumission et de mon entier dévouement à ses ordres, en lui annonçant que s'il n'envoyait pas un autre officier général plus ancien prendre le commandement, j'aiderais le général Leclerc à faire tout le mal possible par la résistance que je lui opposerais. Je me rappelais alors que le général Dessalines m'avait rendu compte que 2 officiers de l'escadre, dont un aide de camp du général Boudet et un officier de marine, accompagnés de 2 dragons envoyés pour soulever la troupe, avaient été faits prisonniers lors de l'évacuation du Port-au-Prince. J'ordonnai qu'on me les amenât, et après avoir conversé avec eux, je les renvoyai au général Boudet, pour qui je leur remis une lettre avec celle que j'avais écrite au premier consul. Note 1. Plusieurs auteurs, notamment Placide Justin, dans son Histoire d'Haïti, relatent d'après des écrivains anglais une lettre pleine de dignité et surtout de hauteur, comme étant la réponse de l'ouverture au premier consul.
Cette lettre est évidemment apocryphe car il y est question des limiers de Cube, espèce de chiens anthropophages qu'on ne fit venir dans la colonie que soit le gouvernement de Rochambeau, c'est-à-dire bien longtemps après l'arrestation et l'embarquement de l'Ouverture. Il est vraisemblable que la lettre de l'Ouverture ne parvint jamais à sa destination. 2. Le chef de brigade Sabès et l'aspirant de marine Gémont, ces deux officiers, avec les 2 dragons envoyés par le général Boudet en parlementaires au Port-au-Prince, furent arrêtés. Et à l'attaque de cette ville, ils furent dirigés sur Saint-Marc par les ordres de Lamartinière, Louis d'Or, chef de bataillon, au mépris des principes de la guerre, ce qui étonne d'autant plus que Lamartinière, habile et intrépide soldat, devait connaître et pratiquer les lois de son métier, qui établissent l'inviolabilité du parlementaire. De Saint-Marc, on conduisit Sabès et Gémont à la Petite Rivière, où ils furent témoins de la terrible boucherie du Trois-Ventoses. Ils ne durent eux-mêmes leur salut qu'à l'ordre formel de l'Ouverture de les lui garder sains et saufs, sous peine de mort. Le jour même de cette boucherie, ils obtinrent du commandant de la place la fortune de se rendre au Chaos avec l'abbé Vidot et les veuves et orphelins à qui ce saint homme servait de consolation et d'appui. On fit halte à Plassac. Là se trouvait l'administrateur Volé, ses employés et un grand nombre d'autres blancs. Sabès et Gémont furent le lendemain témoins d'un nouveau carnage dans lequel périt Volé, malgré l'amitié que l'Ouverture et Dessalines lui témoignaient. Cette fois, les 2 parlementaires eux-mêmes allaient être égorgés. Déjà, dit M. Gémont, dans son précis imprimé en 1804 à Rochefort, le bras de la mort est étendu sur nos têtes. Déjà, je suis dépouillé d'une partie de mes vêtements, lorsque l'abbé Vidot rassemble toutes ses forces pour nous sauver. Ce n'est plus un homme, c'est un Dieu. Il nous presse dans ses bras et s'écrie d'une voix stentorée « Respectez au moins le caractère de ces envoyés ou faites-moi périr avec eux ». L'effort était au-dessus des forces de la nature, le vénérable prélat tomba évanoui. Un saint respect, une terreur religieuse s'empare des esprits. Les parlementaires furent sauvés. Enfin, un détachement, sous les ordres du sergent Jean Farel, noir, conduisit les parlementaires au Chaos, sur l'habitation vincendiaire. Plusieurs fois, ils y faillirent être sacrifiés. Mais la bravoure et l'humanité de Jean Farel les protégèrent même contre des officiers supérieurs. Ce ne fut que le 7 germinal, 28 mars, que l'Ouverture les fit venir à Chassériau et les renvoya parmi les leurs. 3. Toussaint l'Ouverture se plaignit à nos parlementaires de la fâcheuse position où en étaient devenues les choses. Le chef de brigade Sabès eut le courage de lui observer que la guerre n'avait éclaté que parce qu'il méconnaissait l'autorité de la métropole. Toussaint l'Ouverture lui jeta un regard d'étonnement, dédaigna de lui répondre et s'adressant à l'officier de marine en ces termes « Vous êtes un officier de marine, monsieur. Eh bien, si vous commandiez un vaisseau de l'État et que sans vous donner avis, un autre officier vint vous remplacer en sautant à l'abordage par le gaillard d'avant, avec un équipage double du vôtre, pourriez-vous être blâmé de chercher à vous défendre sur le gaillard d'arrière? Telle est ma position vis-à-vis de la France. » Fin des notes et fin de la section 1 de la partie 3.